Bienvenue sur Voix entrelacées, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel qui met en lumière les métiers de l'ombre en vous dévoilant leurs témoignages. Produit par 23 bis. Notre 6e épisode nous raconte un poids, celui porté par la machinerie. Le poids du corps caméra, de ses supports en tout genre et celui de la responsabilité de la sécurité sur le plateau. Alan Ereto assume le métier de machiniste depuis quelques années. Il nous raconte comment se joue cette place, à juste distance de l'image, pour trouver le bon rythme. Merci d'écouter l'épisode 6, mise en mouvement du corps caméra. Je m'appelle Alan, je travaille comme machiniste sur des tournages et je travaille un peu où on m'appelle, mais principalement en Suisse. Je m'appelle Reto, je viens d'Outessin, j'habite pas loin de Locarno. J'ai commencé à faire la machinerie 1 an et demi avant, alors je suis aussi très jeune dans ce métier et j'ai fait l'école de cinéma à Locarno, Ucisa, et j'ai fini l'école en gradation de réalisateur. Je suis arrivé dans ce métier un peu, je pense, par hasard. C'était pas vraiment une idée que j'avais en tête, mais on va dire, une fois que j'ai terminé mes études de cinéma, assez naturellement, je me suis retrouvé sur des tournages et à faire différentes choses. Et un jour, j'ai commencé à faire de la machinerie et je crois que j'y ai vu une opportunité de travail. Donc, je pense que c'est avant tout ça qui m'a motivé. Ma première expérience en tant qu'assistant machiniste, on s'est retrouvé dans une vallée au fin fond du Valais. La montagne, moi, je trouve que c'est un environnement assez intéressant pour mon métier parce que rien n'est plat. Et donc, il faut commencer à construire pour pouvoir stabiliser les rails qu'on va installer ou un praticable qui est une sorte de plateforme en fait qui permette d'élever l'opérateur et la caméra. Et donc je trouve la montagne est un endroit assez intéressant en tout cas pour moi. Quand j'ai commencé à faire de la machinerie, je trouvais que c'était un lieu très sauvage où il fallait tout à coup mettre des choses à niveau, il fallait fixer des choses et donc on peut planter des sardines dans la terre, on peut creuser, enfin il y a tout pour essayer de faire les choses bien. Ouais, il y a une vraie construction. C'est clair que dans la montagne, il y a un vrai travail de construction si on compare ça à un travail de machinerie en studio, qui est aussi intéressant, mais qui est moins créatif en fait. En fait, je pense qu'il y a aussi cette petite satisfaction personnelle de parvenir en fait à dompter ce terrain qui est très abrupt et d'en faire tout à coup un travelling de 15 mètres qui est vraiment lisse, doux, fluide. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant comment s'adapter en fait à l'environnement. Alors, c'est une histoire un peu particulière parce que j'ai pas vraiment cherché de faire la machinerie. À l'école, on a fait seulement 2 jours de cours pour étudier ce métier, mais seulement pour savoir qu'est-ce que ça veut dire faire la machinerie. Quand j'ai fini l'école de cinéma, j'ai cherché un stage sur un tournage. Et quand je suis arrivé à Zurich, moi, j'ai commencé le stage comme stagiaire électro. Peter Demmer, il était le chef électro. Et puis, quand on a commencé à préparer le matos et tout ça, il m'a dit qu'on a besoin d'un machinot. Et alors, c'est toi le machinot de ce tournage. Et moi, j'ai dit, OK, cool, mais j'ai eu vraiment beaucoup de peur. J'ai dit, OK, je sais un peu ce que ça veut dire, mais c'est pas mon métier. Et j'ai dit, tranquille, parce que moi, j'ai 20 ans d'expérience et je peux te montrer. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître ce métier. Et la première fois qu'on a fait un Karman sur ce tournage, il est arrivé un machinot de l'extérieur pour le faire. Moi, j'ai regardé très bien comme il a fait, j'ai fait les photos, beaucoup de questions. Et puis, la deuxième fois qu'on a fait, parce que puis on a bossé en Italie, je l'ai fait toute seule. Et Peter, il m'a regardé, il m'a fait des petites corrections et tout ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire la machinerie. J'ai fait 2 mois de tournage de cette film et puis ça a commencé. La machinerie, ça fait partie du département de l'image. En gros, quand j'essaie d'expliquer à des gens qu'est-ce que je fais comme métier, je dis que je suis responsable de la position de la caméra. Donc ça veut pas dire que je fais le cadre, mais c'est à moi d'exécuter la volonté du chef-op et du réalisateur ou de la réalisatrice afin de pouvoir rendre possible en fait cette position.
Et cette position, elle peut être très simple, c'est-à-dire on met une caméra sur un pied et puis on s'assure que la caméra tienne sur le pied. Et après, on peut arriver à des choses beaucoup plus compliquées. On peut avoir du mouvement, on peut avoir des accroches. Ça, c'est un peu une des premières facettes du métier. Et après, en fait, le métier, il a plein de petites branches. Par exemple, c'est aussi le machiniste qui s'occupe de la sécurité des installations, afin qu'il n'y ait pas de lampes qui tombent ou de toiles qui s'envolent. Donc, on a des outils aussi qui nous permettent de rendre stables ces installations. Et après, le métier aussi, il change pas mal selon le pays dans lequel on est. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ils vont pas faire la même chose qu'en Amérique. Les Suisses allemands ne font pas certaines choses que les Roms en font. Par exemple, tout ce qui est de l'obscuration de la lumière, c'est-à-dire les sas, lorsqu'on utilise on appelle ça du borgnole pour couper la lumière. Ça, le machiniste roman va le faire et le machiniste suisse-allemand ne va pas le faire. Ça va être une des charges du département des électros. Alors oui, quand la machinerie, on est impliqué aussi dans la préparation. Normalement, pour les scouting techniques, on est là parce que c'est très important de commencer à voir avec le chef-op qu'est-ce que ça va être compliqué, voir les locations pour savoir s'il y a des difficultés aussi parce que les matos que tu vas prendre, ça change vraiment beaucoup. Il y a des choses différentes. Et alors, c'est pour ça que c'est très important que le machinot s'est déjà impliqué dans la préparation. Et puis, un mois ou 2 mois avant, on commence à parler avec le chef-op pour savoir un peu les méthodes de travail, le langage. Parce que, comme j'ai dit, c'est à l'épaule, avec une caméra fixe, ça change beaucoup par la machinerie. Puis, préparer toutes les listes de les matos qu'on va utiliser, charger. Alors, c'est déjà beaucoup de travail en préparation. Aussi, si tu sais déjà qu'il y a des rigs un peu compliqués, comme le dernier tournage, a fait quelque chose avec des cheveux et elle marche très vite avec une voiture. Alors, tu dois penser où tu vas mettre la caméra, où tu vas l'accrocher sur le cheval, et toutes des choses comme ça. Alors, c'est vraiment que tu dois arriver là et être déjà prêt, savoir déjà quand ça marche. La machinerie, normalement, elle travaille avec une équipe. Ça dépend beaucoup des projets. Moi, j'ai fait beaucoup de projets toute seule. Ça, c'est très compliqué. Alors, normalement, c'est 2 ou 3 personnes avec moi. Ça dépend. Normalement, il y a le chef machinot qui reste toujours avec la caméra, avec le chef-op et il fait toute la préparation. Il pense à ce qu'on doit faire. Et puis, il y a le best boy. Il pense à organiser le matos, le camion et organiser aussi la construction des choses parce que normalement, moi, j'ai pas le temps pour mettre des rails comme ça. Alors moi, je vais faire des marques par terre et mon assistante, elle va préparer tout comme ça qu'on arrive à tourner avec la caméra, l'équipe, les comédiens. Les rails sont déjà prêts. Toute seule, c'est vraiment un peu compliqué. En fait, le matériel j'ai l'impression, a très peu évolué ces dernières années. Contrairement à des métiers comme la caméra, chaque année il y a des nouvelles caméras, chaque année il y a des nouvelles lumières. Mais la machinerie, ça reste quelque chose d'assez rudimentaire. C'est-à-dire que c'est du bois qui vient se caler sous des rails, on met une dolly et puis après on y va. Je pense que aussi ce métier dans lequel je me suis embarqué vient peut-être d'une frustration durant mes études en économie et droit. Quand j'étais plus jeune, j'avais la tête dans les bouquins et très peu utilisé mes mains au final. Et donc j'avais envie en fait tout d'un coup de pouvoir me prouver que je pouvais être intelligent manuellement. Ce que j'ai aimé vraiment de ce métier, c'est que tu dois avoir vraiment beaucoup de créativité pour penser comment mettre la caméra, comment trouver des solutions très vite. Oui, tu es toujours dans l'action, tu es sur plateau, tu es à côté de les comédiens, de le réalisateur. Tu vois tout parce que tu es à côté de la caméra. Et cette relation avec le chef-op, c'est magnifique parce que moi, j'aime ce terme de dire « je suis l'ombre du chef-op » parce que
Ça dépend, bien sûr, si c'est un projet à l'épaule ou si c'est un projet avec travelling, dolly et comme ça. Mais moi, j'ai commencé avec des films faits tout à l'épaule. Et alors, je suis vraiment derrière le chef-op. Quand il marche, moi, je tiens toujours le chef-op. Je le guide pour aller en arrière, avant. Et je suis un peu les yeux de le chef-op parce que lui, il regarde l'image, bien sûr. Et on est ensemble. C'est le chef-op, il veut aller en côté, moi, je vais avec lui. Et alors ça, j'aime vraiment beaucoup. Et ben sur un plateau, je suis très proche du chef opérateur ou de la chef opératrice, parce qu'on va dire que c'est un peu lui qui a une demande en fait. En fait, moi, je viens pas sur un tournage avec des idées. Je peux proposer des choses en fonction du matériel que j'ai à disposition. Ce qui va vraiment être intéressant en fait, c'est de comprendre qu'est-ce que eux ont décidé de faire et comment moi je peux réaliser ça. Donc je pense que oui, ça c'est la première personne avec qui j'ai un lien. Et puis après, je vais avoir aussi un lien avec l'assistant caméra parce que voilà, c'est lui qui a préparé cette caméra et c'est au bout d'un moment à moi de la prendre pour pouvoir l'installer. Et puis aussi, bien évidemment, on est très proche du département de la lumière, c'est-à-dire des éclairagistes. C'est eux qui vont monter les lampes, mais ce sera à nous de les assurer. Et donc, cette collaboration, elle n'est pas tout le temps évidente. Enfin, il faut montrer qu'on est là, prêt à les aider. Voilà, certaines fois aussi, on a d'autres choses à faire. Donc, il y a, je pense aussi, quelque chose dans la collaboration à trouver. Donc, c'est vrai que c'est très important aussi pour moi de savoir avec quel éclairagiste je vais travailler. Le machiniste, il travaille beaucoup avec l'équipe caméra, l'assistante caméra normalement, parce que moi, je prends toujours la caméra. Si on doit changer des optiques, alors ok, je retourne la caméra à l'assistant. On est vraiment ensemble. Dans mon radio, dans le walkie-talkie, je suis toujours avec l'équipe caméra parce que on doit vraiment faire beaucoup de choses avec la caméra et moi, j'ai la caméra toujours avec moi. Si je vois des choses, ok, on doit faire un rig, on doit préparer la caméra pour l'attacher sur une voiture, je dois déjà parler des fois avec l'équipe caméra pour savoir, ok, on doit enlever ça, on doit mettre une plaque pour rendre plus facile le rig. Normalement, je suis très proche à l'équipe caméra. Puisqu'au cœur du métier de machiniste se joue l'accompagnement de la caméra, tant dans le mouvement que dans ses accroches, comment cela se concrétise réellement au quotidien ? Ça peut être quelque chose d'assez simple, et puis en fait, après on peut aussi aller à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et donc, on peut avoir une caméra qui va vouloir bouger, et là, on peut avoir par exemple un travelling, donc on va installer des rails. Des choses un peu compliquées, ça c'est ce que j'aime beaucoup de mon travail, que c'est toujours vraiment différent de chaque projet et il y a toujours des challenging nouveaux. J'ai fait un tournage en Italie l'année passée. On a fait un mois à Milan et un mois à Gênes. On a vu cette séquence où la comédienne, une petite fille, elle commence à marcher et la caméra c'est un preceding. Et ça marche, et puis il commence à descendre des escaliers, et puis il commence à courir. Et ça, on a dit, ok, comment on peut le faire, parce que l'image, il doit être très stable, c'est pas caméra à l'épaule. Et alors, on a vraiment construit cette petite rig avec le Ronin, avec moi comme chef machinot, un assistant. On a marché en arrière, et puis on a fait tout en preceding de comédien. Le chef-op, il était loin avec un trépied, avec le mimique pour contrôler les mouvements de la caméra. Mais il était vraiment un travail de coordination tous ensemble parce que moi, j'ai vu la responsabilité vraiment de coordonner tout. Alors avec mon talkie, j'ai dit ok, on commence à descendre l'escalier. Alors le chef-op, il sait qu'il doit bouger la caméra et puis ok, on arrive à la fin de l'escalier. Alors tout doit fixer la position de caméra et puis on commence à courir. C'est toujours avoir la même distance avec le comédien. C'est incroyable. Et puis quand on voit l'image finale, c'est quelque chose qui m'a touché parce que je dis waouh, on a réussi à faire cette cadre très compliqué et ça marchait parce qu'on a travaillé tous ensemble. On va faire en sorte que tout ça soit à niveau pour pouvoir installer une dolly dessus.
et ensuite rajouter une caméra pour que l'opérateur puisse, depuis la dolly, opérer la caméra. Et donc, le machiniste, à ce moment-là, il va être en charge de donner l'impulsion de ce mouvement. Donc, il y a une discussion avec le chef opérateur de savoir quel genre de mouvement on veut. Après, il y a aussi des mouvements plus compliqués que d'autres où on va on va faire en sorte de suivre les personnages. Donc, il y a vraiment un rythme à suivre. Mais je pense pas que le machiniste est la personne qui cadre. Pour moi, ça reste quand même plutôt cette personne qui va donner l'impulsion du mouvement, qui va faire en sorte en fait que le mouvement est réalisable. Mais à la fin, ça sera le boulot de l'opérateur de faire son cadre. En journée type de le machino, je parle pour mon expérience, c'est tu arrives le matin, tu fais 7 meetings avec le chef op et le chef électro pour voir tous les cadres qu'on va faire dans la journée. Et puis, quand tu as toutes les informations importantes pour commencer à travailler, tu parles avec ton équipe, si tu as une équipe. On commence pour la chose plus problématique, si on peut dire comme ça. Alors, si on doit faire un travelling, alors on va essayer de mettre déjà le travelling, c'est pas dans le cadre. Ou commencer avec le rail. On cherche toujours d'anticiper ce qu'il arrive. Comme ça, on perd pas beaucoup de temps pour tous les changements. Parce que, oui, la machinerie, il y a des équipements vraiment lourds. Il prend du temps de faire le setup. Alors, c'est pour ça que c'est très important de voir et anticiper et être vite à penser aussi. Et puis quand c'est fini la journée, alors fermer-tu et être prête avec tout l'équipement en ordre pour la prochaine journée. Ouais, ça m'est arrivé de faire un film en Italie qui était super. Donc on m'a appelé pour venir travailler sur un court-métrage en Italie. Et puis, on m'avait averti un jour avant qu'on aille chercher le matériel dans une boîte de location à Rome que rien n'était sûr, en fait. On savait pas du tout, en fait, qu'est-ce qu'on allait pouvoir prendre chez le loueur. C'était un peu la sauce italienne. Et on est arrivé donc ce matin-là dans ces énormes entrepôts de matériel, sauf qu'il y avait plus rien, en fait. C'était je pense, le mois des séries et des fictions à Rome, et du coup, on s'est retrouvé vraiment avec pas du tout la liste lumière et machinerie qu'on avait demandé. Ce qu'on avait projeté. Et donc c'est assez fou en fait de voir en fait le parcours d'un film, jusqu'où il va quand on réfléchit en fait où on était au départ, quoi. Et ça, je pense un peu aussi des beautés de ce métier en fait, de tout d'un coup d'avoir peu de moyens et d'arriver à faire quelque chose qui voyage, quoi. Les raisons sont nombreuses de l'engagement des techniciennes dans les projets de fiction. Il faut des raisons d'y croire pour donner et braver les conditions de travail. Croire au projet, croire en l'équipe et s'engager pleinement. C'est ce qui pourrait être une des qualités demandées pour incarner ce métier. Qualité pour faire ce métier, je pense que tu dois être une personne très créative, que tu dois vraiment croire de ton possibilité de le faire, de connaître très bien le matos quand tu travailles, de pas avoir peur de prendre des responsabilités, parce que si tu veux pas prendre des responsabilités, c'est pas vraiment un métier que tu peux faire, je pense. Penser à ton physique et protéger toi-même, parce que c'est vraiment un travail physique où tu utilises beaucoup ton corps. Et si tu ne travailles pas pour le protéger et pour faire attention à ça, ça va être un problème. Notre corps est engagé dans le mouvement. Je pense qu'aussi notre corps est beaucoup sollicité sur les tournages. Donc moi, c'est quelque chose qu'assez rapidement, j'ai pris conscience de ça et de faire les bons gestes pour pouvoir en fait
durer dans le temps et pas d'arriver à une retraite où on est complètement cassé, parce que ça reste un métier où il faut porter des choses qui sont plutôt lourdes. Des fois, c'est un métier aussi où j'ai l'impression un peu d'être un déménageur, c'est-à-dire qu'on prend du matériel pour aller dans un appartement au 4e étage, pour tourner une scène. Une fois que la scène est tournée, on va devoir tout redescendre, remettre dans le camion, changer de décor. Donc, je pense que c'est à tous ces moments-là où il faut faire attention de ne pas porter des choses trop lourdes tout seul, pas de vouloir exagérer en fait. Parce que là encore, je suis jeune, mais je pense que si j'ai envie de durer dans ce métier-là, il faut que je puisse protéger mon outil principal qui est mon corps. Le premier tournage que j'ai fait de 2 mois, quand on a fini le premier mois, on a bougé en Italie, j'ai vu vraiment beaucoup de problèmes avec mon dos. Et c'est pour ça qu'alors j'ai dit non, ça marche pas comme ça, je peux pas continuer, parce que toujours prendre la caméra pour la donner à le chef-op, mettre sous l'épaule, c'est très lourd. Et j'ai dit merde, il m'a fait vraiment mal que je suis par terre à souffrir. Puis j'ai commencé à faire 1 mois avant le tournage, à faire des exercices de yoga pour renforcer mon dos. Et puis tous les jours quand on tourne, je fais à la matin juste 10 minutes pour en chauffer aussi de yoga. Et la soir aussi 10 minutes plus ou moins pour relaxer les muscles. Et ça m'a changé vraiment la vie, parce que maintenant j'ai fait 4 mois sans arrêter de tournage et assez beaucoup de travail, mais ça m'a sauvé vraiment beaucoup le dos. Aussi, comme tout travail sur le plateau, si tu prends le poids dans la juste manière, ça c'est important, oui. Les rituels qui accompagnent le quotidien, tant au niveau de la préparation intellectuelle que physique, nous guident et nous protègent sur le long terme. Cela appartient aussi à la connaissance de soi. C'est aussi pour évoluer sereinement et connaître sa place. Je dirais que les machinistes qui m'ont inspiré sont des gens relativement calmes. C'est-à-dire des personnes qui sont à l'écoute des autres, qui savent aussi prendre des décisions. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui me manque un peu, c'est d'être convaincu en fait de mon choix. Parce que des fois, pour faire une chose, il y a 15 façons de le faire. Mais il faut trouver la manière la plus simple, la plus rapide, mais peut-être celle aussi qui nous convient le plus. Et en fait, des fois, ça peut aussi beaucoup parler. C'est-à-dire que si on commence trop à écouter les gens autour de nous, mais moi je ferais comme ci, moi je ferais comme ça, on se perd un peu là-dedans. Donc je pense que ça, c'est une des qualités que je dois encore trouver dans ce métier-là, de pouvoir être convaincu en fait que la manière que j'ai choisi d'utiliser pour faire cette chose-là soit la bonne. Donc je pense qu'une des qualités d'un bon machiniste, c'est quelqu'un qui arrive à être, on va dire, assez confiant en lui, sans être non plus têtu. Parce que ça reste quand même un métier de collaboration. Il faut rester ouvert en fait aux propositions, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut quand même vraiment faire un choix, s'y tenir. Je ne sais pas vraiment s'il y a des règles d'or sur ce métier. Bien sûr, c'est de ne pas faire quelque chose si tu ne penses pas que ça va marcher, parce que la responsabilité, ça va être la plus importante. Et des fois, si tu n'es pas prête parce que tu as demandé quelque chose, que tu ne peux pas vraiment le faire et tu essayes de voir toutes les solutions que tu peux trouver, mais tu vois, ok, non, ça va pas marcher. Je pense que c'est très important comme machinot de le dire et dire, ok, désolé, mais cette fois, on ne peut pas le faire. C'est juste essayer de voir, de trouver une solution, mais c'est ça va rendre pas en sécurité la situation. Alors, pour moi, ça, c'est très important de le dire. Comprendre les enjeux, connaître ses possibilités et savoir mettre des limites, c'est ce qui permet d'assumer la sécurité. Il est important de prendre le temps de saisir le projet sur lequel on s'embarque et pour quelles raisons on décide de se lancer dans cette aventure-là plutôt qu'une autre, pour que les énergies s'alignent. Alors, normalement, moi, je cherche des projets que je trouve intéressants, l'histoire et aussi les possibilités de challenging du machinot. Parce que moi, j'aime de faire des choses nouvelles et pas rester toujours seulement à mettre en Apple Box et il ne me donne rien.
comme machinot. Et aussi, l'équipe, pour moi, c'est très important parce que j'ai travaillé avec des personnes incroyables et ça marche parce que tu aimes toujours d'aller travailler et ça, pour moi, c'est très important. Ce qui est fascinant avant tout, c'est de voir des réalisateurs. Moi, je pense que c'est aussi ça qui m'intrigue là-dedans, c'est de pouvoir voir ce chef d'orchestre réaliser son film. Et chaque fois, c'est une expérience différente. Je pense que le premier long métrage sur lequel j'ai travaillé, qui était un film réalisé en Valais de Carmen Jacquier, qui s'appelle Foudre, là, en fait, je suis rentré dans un univers. C'est une histoire d'une jeune fille à la fin du 19e siècle qui commence à se poser des questions sur sa sexualité. Et on est dans un univers de paysans valaisans. Et donc, en fait, tout d'un coup, on me permet de rentrer là-dedans. On me permet de voir des personnages, voir des décors. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me plaît, en fait. Et donc, si je reviens à ce film Foudre, ça a été une expérience assez enrichissante parce que c'est la première fois que déjà j'arrivais sur un plateau en tant que machiniste. J'ai l'impression que j'apprenais des choses tous les jours. J'aimerais de faire un film comme machinot avec Wes Anderson, mais je sais que c'est un rêve. C'est seulement parce que j'aime beaucoup comme il utilise la caméra et il y a beaucoup de travail de machinerie. Et alors, c'est pour ça que voir comme les grands machinaux, ils travaillent pour trouver toutes ces solutions, pour être très précises. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux essayer une fois. Peut-être qu'il ne me plaît pas parce que c'est trop grand et c'est vraiment pas la direction que je veux prendre. Mais comme expérience, c'est quelque chose que j'aimerais de faire. J'ai jamais travaillé avec des machinistes. Je sais qu'en Suisse romande, il y a une personne qui fait machiniste femme, mais qu'elle est machiniste. Je pense que, oui, pour le moment, le cliché, c'est vraiment que machiniste, c'est un peu un travail pour les hommes parce que c'est très physique. Mais je pense que c'est pas vraiment vrai. Je pense plus que cet métier, c'est plus fermé parce que j'ai vu si tu travailles en Italie, en France, c'est pas facile de commencer aussi si tu es un jeune machiniste comme moi. Et aussi des situations avec l'assistante caméra, la femme, qu'il y a vraiment pas beaux situations avec les machinistes parce qu'il peut être très rude. Je pense qu'il y a plein de clichés autour de ce métier-là. Moi, j'ai jamais trop voulu rentrer dedans. Enfin, j'espère que je suis pas tombé dedans. Mais oui, le machiniste, ça peut être un gros lourd. C'est quelqu'un qui a de la force et qui est macho. Je sais pas, mais oui, ça reste un métier où il faut avoir un petit peu de force. Je pense pas non plus qu'il faut être un bulldozer pour pouvoir faire de la machinerie. Moi, je le suis pas du tout, mais je pense qu'en fait, il faut avoir une bonne forme physique, j'ai l'impression. C'est-à-dire être conscient de son corps et l'entretenir. Donc, je pense que n'importe qui a envie peut faire de la machinerie. Je pense aussi, si tu es une femme et tu veux commencer à faire ce métier parce qu'il te plaît, ça va être un peu difficile pour les personnes qu'ils doivent montrer le travail. Mais moi, j'ai trouvé vraiment beaucoup de personnes machinaux incroyables, très gentilles. Et je pense qu'il peut changer cette direction. J'espère que ça va changer. Je sais pas si je motiverais vraiment des gens à faire ce métier. Pas parce que c'est pas intéressant, mais je pense que c'est un peu un métier qui doit se trouver d'une certaine manière. Un peu ce qui m'est arrivé. D'un coup, on m'a donné ce job entre les mains et puis je me suis posé la question de est-ce que ça me plaisait et est-ce que j'avais envie d'en savoir plus. Et oui, naturellement, je suis un peu allé là-dedans. Donc j'ai aussi la chance de pouvoir pratiquer un métier hyper diversifié. En fait, ça reste un métier hyper privilégié parce que j'ai l'impression que je suis aussi un peu un énergumène là-dedans. C'est-à-dire que chaque tournage se passe à un autre endroit avec d'autres gens, avec une autre thématique. Et moi, c'est un peu aussi ça que j'aime dans ce métier, c'est que on m'amène dans un univers qui m'est étranger et que je découvre en fait, que je découvre un village, que je découvre un studio, que je découvre des ateliers horlogers. Après, comme un peu tous les métiers, beaucoup de métiers du cinéma.
Ça serait peut-être là mon encouragement à des gens qui ont envie de faire du cinéma. C'est qu'il y a que c'est une grande famille et puis qu'il y a plein de collaborations à trouver là-dedans avec plein de choses à voir en fait. Je pense il faut un peu la trouver, quoi. En tout cas, je suis passé par différents états, je pense, qui au bout d'un moment ont fait en sorte que j'ai croché à ça. Alors, c'est des jeunes, ils veulent commencer à faire ce métier. Je pense que tu dois vraiment chercher de te mettre en jeu, de chercher quelqu'un qui te veut suivre et montrer qu'est-ce que ça veut dire faire ce métier, d'enseigner, de faire ce travail, parce que j'ai jamais vu d'école pour faire ce métier. Alors, c'est vraiment quelque chose que c'est un peu une tradition que tu peux passer à la prochaine génération. C'est pour ça que c'est important de trouver un machinot avec beaucoup d'expérience qu'il te peut montrer, enseigner ce travail et prendre tout ce que tu peux et chercher de trouver ta solution pour les problèmes qu'il peut arriver et penser, OK, lui, il a fait ce truc comme ça, comme je peux le faire moi et avec ce que j'ai. C'était la saison 2 de Voix entrelacées, un podcast de 23 bis réalisé par Mathilde Nou. Merci à Alan et Reto pour leur présence à toute épreuve. Merci à Adam, monteur dévoué qui existe derrière chaque coupe au travers des saisons. Et Yafet, notre monteur en herbe qui nous a accompagnés ce printemps. Merci à Fanny pour sa finesse et son soutien toujours coloré de pastel. Merci à Elisa, dompteuse sensible des mots en mouvement. À Richard pour apporter de l'harmonie. À Elena en sa qualité enveloppante du projet. Et à Manu pour le nouveau souffle. À 23 bis aussi pour leur présence de vie. À vous de donner du sens à ce projet en l'écoutant et en le partageant. On clôture ensemble la saison 2 de Voix entrelacées. Quelle que soit la suite, cette aventure a été précieuse, et cela grâce à vous. Alors peut-être à bientôt.